activité-là. Donc il y a énormément d'éléments dans la présentation précédente qui résonnent par rapport au retour d'expérience qu'on a sur le projet client derrière ces hélicoptères. Donc je vais essayer de rendre la chose très compréhensible pour vous sur ce qu'on a fait, sur le retour d'expérience qu'on a dessus. J'aurais certainement changé quelques slides si j'avais eu la présentation de Marianne juste avant. Voilà. Donc, Airbus, je l'ai faite courte, la présentation d'Airbus. En gros, on fait voler des avions, des hélicoptères, des satellites aussi, avec Defense and Space. Je ne m'étends pas plus. Moi, je représente Airbus Hélicoptères sur ce projet, donc la partie division hélicoptère. Donc, en gros, si vous voyez un de ces hélicoptères dans le ciel, ça vient de chez nous. Voilà. Alors, peut-être juste pour commencer, pour briser un peu la glace, j'ai mis quelques notions qui sont peut-être des évidences pour tout le monde. Juste pour vous introduire un peu dans le monde de l'hélicoptère, quelques faits marquants comme ça. Donc le rotor ne tourne pas plus vite sur un hélicoptère qu'il monte. En fait, c'est juste le palais qui change pour faire monter ou descendre la machine. Même si l'hélicoptère n'a pas d'aile, si le moteur tombe en panne, l'hélicoptère ne tombe pas. En fait, pendant la chute, le rotor accélère et le pilote du coup, a de l'importance pour pouvoir maintenir la machine en vol. Le rotor de queue et le rotor principal en fait, sont pas synchronisés pour pas que le pale se cogne. Elles sont juste décalées, donc il n'y a pas de baraque. Et un hélicoptère est cher à opérer, ça c'est vrai par contre. En fait, c'est un de nos business models, c'est le coût d'opération en fait, est un facteur clé pour nos clients sur l'opérabilité d'un hélicoptère. À savoir qu'un hélicoptère, sur une période de 10 ans, le prix d'achat représente à peu près un tiers de la machine, les 2 tiers restants sont des coûts de maintenance. Donc, le projet sur lequel je vais vous faire un retour d'expérience, en fait, c'est le projet de refonte du portail client d'Airbus Helicopters. Il faut savoir que les services qu'on fournit aux opérateurs qui opèrent les hélicoptères dans le monde sont évidemment de la vente de machines, sur lesquelles on a peu de services sur le portail client. Mais derrière, l'opérateur, en fait, pour pouvoir opérer l'hélicoptère, a besoin, on va dire, la structure d'un opérateur globalement est divisée en 3 blocs. Il y a une partie qui se charge du maintien en condition opérationnelle de la machine. Donc c'est la planification des vols, savoir s'il va falloir monter un treuil pour faire une mission de demain sur l'hélicoptère ou si au contraire il va falloir démonter ce treuil. C'est s'assurer que toutes les maintenances ont été faites sur l'hélicoptère pour qu'il puisse partir en vol. Et donc pour ce faire, il va s'adresser, une fois que les opérations ont été identifiées, à son centre de maintenance qui va faire les opérations sur la machine et s'assurer que l'hélicoptère est navigable. Et derrière, il va transmettre la machine au pilote pour que le pilote puisse faire la mission. Donc nous, on intervient sur ce cycle à 3 têtes chez l'opérateur. On va fournir en fait aux 2 premiers points d'entrée, donc le maintien en condition opérationnelle et la partie engineering, toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir mettre la machine en condition de vol et s'assurer que l'hélicoptère est navigable. Donc pour fournir ces services, en fait, on a un portail client depuis 2006 à peu près, qui fournit des services de base, que sont la fourniture de tout ce qui est documentation technique sur la machine, technical publications. On fournit des services également de technical requests, donc c'est toutes les questions qu'un opérateur peut poser à Airbus Helicopters pour savoir comment réparer un cas particulier, savoir s'il peut partir en vol dans certaines conditions, etc. On fournit également, au travers de notre portail client, toute la vente des pièces rechange sur un hélicoptère, il y en a beaucoup. Donc ça c'est un gros business pour nous, un gros chiffre d'affaires. Et après on a tous les recours en garantie et ce qu'on appelle expert system. Ça rejoint un petit peu ce que Brian a présenté sur Pratt & Whitney. En fait, les hélicoptères sont tous équipés de capteurs sur les moteurs, sur les ensembles dynamiques, qui collectent de l'information. Donc on récupère cette information, on fait du rapport de santé et d'usage sur les hélicoptères.
et donc on fournit des rapports à nos opérateurs pour suivre en opération les hélicoptères. Donc on a un portail client qui aujourd'hui est à disposition de nos clients depuis 2006-2007. Ce portail, on a capitalisé une grosse dette technique, je ne sais pas si c'est bon terme capitaliser. En tout cas, on avait une grosse dette technique sur ce sujet-là. Et donc, on avait la volonté de refondre complètement ce portail client sur plusieurs aspects. Donc, le portail actuel, en fait, n'est pas adapté à ce qu'on appelle le customer journey du client, dans le sens où on présente, ça rejoint un point que j'en ai, le portail client présente les services de manière très silotée, de manière très verticalisée par rapport à l'organisation interne d'un bus hélicoptère. En fait. Donc on avait la volonté, quand on a lancé le projet de refonte, de casser ces silos fonctionnels pour rendre les services beaucoup plus utilisables par nos clients, de la manière dans laquelle eux opèrent les hélicoptères et pas de la manière dont Airbus Hélicoptères est organisé. Donc on avait une grosse dette technique à rattraper également. On était sur des technologies qui dataient de 2005-2006. On avait également un time to market qui était beaucoup trop lent, des cycles de développement qui ne convenaient pas, on va dire, aux demandes de nos business internes. Et il nous manquait également toute la capacité d'intégrer des applications tierces potentiellement hébergées sur du cloud, sur des hébergements externes. Et enfin, on avait des processus d'enrôlement et de gestion d'autorisation sur le portail qui étaient pas assez robustes, pas assez fiables. En fait. Donc, du coup, on a lancé ce projet dont les différents objectifs étaient en premier lieu d'engager d'engage customers, c'est-à-dire de créer une plateforme de services moderne et personnalisable pour les utilisateurs, d'amener des services qui soient à la fois utilisables sur du device qui peut être utilisé en atelier chez nos clients, comme sur un smartphone pour poser certaines questions et faire au pied de la machine. On voulait également augmenter la cohérence de l'information qu'on poussait au travers de nos portails clients et enfin améliorer le time to market. Donc, on a lancé un projet qui s'est appuyé, c'est vraiment une nutshell parce que le projet a été un projet de long cours, on va dire. Il s'est appuyé sur 4 piliers principaux. On avait un premier pilier qui visait à répondre à des besoins plutôt marketing, de promotion de services, de promotion de produits à destination à la fois de nos clients et de personnes qui ne sont pas forcément nos opérateurs traditionnels. Donc on a développé toute une partie, on va dire, basée sur les briques de content management pour pouvoir pousser du contenu produit, du contenu service à nos opérateurs. Enfin, donc ça, c'est une partie du portail qui est accessible sans compte utilisateur et qui permet en fait de faire la promotion simplement des services et des produits Airbus Hélicoptères. Ensuite, on a une deuxième brique sur toutes les fonctionnalités transverses du portail qui concernent les informations du compte client, les contacts Airbus Hélicoptères, les mécanismes de notification, les mécanismes de gestion de flotte, donc notamment les mécanismes de gestion de flotte qui nous permettent de casser les silos justement entre les services en basant la navigation du portail sur les flottes d'hélicoptères et non plus par des points d'entrée qui soient très orientés fonctionnels comme l'est l'organisation Airbus Hélicoptères en interne. Enfin, on a toujours dans le sens de casser les silos. On voulait faire du portail client un outil qui soit très opérationnel pour nos utilisateurs. Donc on a implémenté des fonctionnalités qu'on appelle des dashboards ou des widgets qui permettent, dès l'arrivée sur le portail, de montrer les informations les plus pertinentes à l'utilisateur en fonction de son profil, etc., qui concernent ses opérations au jour le jour. En fait. Donc du coup, on a eu pour le coup là beaucoup d'intégration avec nos systèmes qui fournissent les services de publication technique, de commandes de rechange, etc., pour amener toutes ces informations dans un dashboard qui soit compréhensible par l'utilisateur, qui réponde réellement à ses besoins opérationnels.
Et enfin, on a fiabilisé énormément et rendu beaucoup plus robuste la partie user management. Donc, vous l'avez compris, on est dans des systèmes très distribués et l'enrôlement des utilisateurs et de l'affectation de leurs droits doit être traité sur énormément de systèmes dans le système d'information. Donc, c'était un gros point donc, qui est peu visible par le client et qui, on espère, va améliorer la robustesse et la fiabilité qui concerne cette partie user management. Alors, c'est une présentation fonctionnelle, je vous ai quand même mis là où intervient l'AFRE dans ce schéma. On a un historique d'un système d'information, comme je disais, qui est très hétérogène, hétéroclite. Donc on a essayé de refédérer au travers d'une exposition, au travers du portail l'AFRE, les différents services que vous voyez en bas en jaune. On a également refait toute la partie single sign-on, donc toute la partie authentification et single sign-on. Pour permettre aux utilisateurs en fait, de naviguer d'un service à l'autre de manière toujours très fluide en fait. Et on a donc sur la partie violette mode à gauche revu tous les processus de gestion d'utilisateurs, de profil de droit, etc. Donc on a une architecture d'hébergement, on va dire, où là pour le coup on a sorti l'hébergement du portail l'AFRE de notre système d'information. Donc on travaille avec un partenaire d'hébergement qui opère les moyens, qui héberge le portail en lui-même. Donc c'est la brique l'AFRE DXP en haut. Et donc on a mis en place tous les mécanismes de récupération d'informations dans le système d'information RFC Helicopters au travers d'API qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Donc on expose au travers du navigateur. La route est encore longue. Parce que toutes les applications de service que vous voyez en bas, en fait, ne sont pas des applications qui sont orientées API. Donc, ça va être là aussi du travail de longue haleine de transformer ces architectures pour pouvoir en faire des services, on va dire API ready, qui permettent, pour rebondir encore une fois sur ce que disait Brian juste avant, sur une exposition qui peut être multi-channel, basée sur des services qui sont présentés au travers d'API. Donc l'AFRE 7, pour nous, il sert essentiellement, on va dire, à exposer les interfaces du portail des dashboards de toute la gestion utilisateur. On va le constater sur le retour d'expérience en lui-même. Une des difficultés qu'on a eues, c'est de réintégrer les applications de service, donc les services de publication de la documentation technique, des commandes de test rechange, des garanties, etc., de réintégrer ça dans un frontal commun pour les utilisateurs, dans le sens où les applications de service exposent elles-mêmes leurs IHM, leurs interfaces aux machines. En fait. Donc on a eu, un des points, c'est un peu la difficulté, c'est de réintégrer dans une brique du portail unique des applications qui sont très hétéroclites et qui exposent elles-mêmes leurs interfaces aux machines. Donc voilà, l'AFRE est essentiellement sur la couche présentation. Pour nous, il sert également sur l'aspect user management d'initiateur de l'unification de données. Donc, en retour d'expérience, la clé, je pense que je pose un peu une porte ouverte, mais la clé, c'est la problématique de gouvernance est vraiment clé. Alors, dans notre organisation en particulier, parce que comme je vous disais, on a des services qui sont très silotés et des organisations qui sont également très silotées autour de ces services. Une des difficultés qu'on a eues sur le projet, c'est principalement de fédérer ces différentes organisations pour aller dans un sens commun et pousser des services de manière très fluide vers les clients. Donc c'est une problématique qui a été un des points majeurs sur le projet. Le deuxième point, c'est ce que je disais, c'est l'intégration des services dans le portail. À savoir qu'on a un legacy qui est dense, hétérogène, et l'intégration des services dans un portail client n'est pas simple en fait. Dans le sens où on a un legacy, donc ce que je disais, qui n'est pas architecturé pour exposer des API de services. Et donc on est obligé de faire une intégration au niveau front, au niveau UI, qui pose des problèmes en termes de single sign-on, en termes de compatibilité navigateur, etc.
Donc le troisième point, le retour d'expérience, c'est qu'on a commencé à opérer cette transition vers des architectures microservices. On va le voir juste après, mais c'est la suite logique qu'il va falloir qu'on continue à mener pour pouvoir offrir à nos utilisateurs toujours des services très fluides, mais également passer en deuxième vitesse sur une phase de collecte de l'information, de savoir quelle est leur expérience sur le portail client ou sur les services adossés, pour pouvoir capitaliser là-dessus et valoriser en fait le travail qui a été fait sur ce premier projet. Aujourd'hui, on reste sur un projet où on a globalement rattrapé la dette technique qu'on avait. On a réintégré de manière plus smooth les services tels qu'exposés aux clients. On n'a pour le moment pas une valorisation en termes de ROI qui est évidente. On reste sur des modèles de valorisation qui sont les mêmes que ce qu'elles étaient avant dans le portail, dans le sens où c'est les services eux-mêmes qui génèrent du chiffre d'affaires pour les facilitateurs. Clairement, l'étape d'après, c'est de croiser les informations qu'un utilisateur a consulté telle information dans la doc technique, qu'il a posé telle question à notre support technique, donc potentiellement il a besoin d'un support client, et lui pousser une offre de support client. Donc pour faire ça, on va avoir besoin de collecter de l'information. C'est là où la présentation de Marianne résonne et est intéressante. Voilà, donc ça va être, c'est un des points où il faut qu'on continue à faire évoluer notre architecture. Et enfin, le troisième point, c'est des questionnements qu'on a en cours. C'est quel va être le positionnement d'Anna Ifré en tant que plateforme Digital Experience par rapport à des plateformes d'exposition API qu'on a également dans l'architecture. Quelques valeurs ajoutées qu'on va pouvoir mettre sur les plateformes API XT. Du coup, ça nous conduit directement à Envel. Donc aujourd'hui, on a toujours un landscape qui est représenté à gauche, où on a un portail par type d'audience. Donc pour nous, le partenaire total, c'est le portail qui est le fournisseur. Donc c'est les fournisseurs vers chez Goters. On a un portail qui est destiné aux clients, donc c'est celui qu'on a refondu. C'est celui qu'on a refondu dans le cadre du projet et sur lequel on est passé sous l'Ifré. Et on a un employé portal pour les internes. Le fait d'avoir cette séparation, ça nous empêche justement de corréler l'information et de mettre en relation les différents interlocuteurs qui participent finalement au processus de répartition, de maintenance, etc. Donc clairement, la transition, elle va s'opérer vers la mise en place d'une plateforme commune pour toutes ces audiences, à la fois clients, fournisseurs, internes, centre de maintenance également. Et cette plateforme, elle va être composée, elle va être assez composite, très probablement. Elle va se baser sur du Liferay, sur la partie exposition de services et exposition interface en machine. Elle va se baser sur nos moteurs e-commerce pour les ventes de change et les marketplaces qu'on va simplement mettre en œuvre, sur des briques de Customer Relationship Management, donc du Salesforce, et ainsi de suite. Et l'idée, ça va être de trouver le bon modèle où aujourd'hui on est encore siloté sur des projets qui sont guidés par organisation métier, avec des équipes de développement dédiées, dans des projets, même en méthodologie, qui sont assez silotés, vers un mode de fonctionnement où il va falloir qu'on partage une même plateforme d'exécution et de production de nos services, basée sur une même plateforme et sur les mêmes chaînes de DevOps, d'hébergement, etc. Voilà, le retour d'expérience en 2 mots, je vais reprendre, je pense. Donc pour plein de challenges, on est sur le point de lancer la vague 2 du projet qui peut faire mieux, donc qui doit nous amener à aller vers cette orientation de plateforme et casser encore une fois ces silos verticaux. Voilà, une dernière chose, c'est possible de faire un looping avec un hélicoptère. Merci beaucoup, Jérôme. Juste avant de faire une pause, est-ce qu'il y a peut-être des questions? Je ne sais pas. Merci.
Merci. Du coup, moi j'avais une question par rapport au portail client. Donc, il est utilisé pour Workflow, en fait, la résolution d'incidents. J'imagine que c'est dans la connexion de données techniques. Est-ce que vous avez des projets, parce que là c'est un peu ce que disait Brian, sur la technologie, est-ce que vous avez prévu d'intégrer par exemple un chatbot pour faire de la résolution d'incidents plus fine que simplement. Alors, on a deux aspects. Donc oui, on a prévu d'intégrer le chatbot. C'est des sujets qui sont en cours de maturité chez nous, ces sujets chatbot. Donc, on a plein d'initiatives en parallèle. Donc il y a un vrai sujet pour la mise en place d'un chatbot. La problématique, elle est sur la constitution on va dire du data mart qui va permettre de rendre ce chatbot très, très utilisable en fait. Donc on a des projets en cours sur donc on a la maturation en cours sur la mise en place d'un chatbot au niveau du portail client. En parallèle de ça, en fait, on capitalise en ce moment sur des moteurs de recherche internes pour faire de l'analyse sémantique sur toutes les techniques de request qui sont posées par nos clients, qui sont analysées en interne chez nous par nos experts, pour pouvoir justement arriver avec un peu de machine learning à sortir l'information la plus pertinente au moment où le client pose la question. En fait. Donc pour le moment, c'est des initiatives qui sont plutôt destinées aux internes en fait, pour retrouver sur une question client les faits équivalents qui ont déjà été traités et analysés. Probablement que dans les années à venir, on va le mettre à disposition des clients. Pour le moment, c'est encore une fois plutôt orienté interne pour aider nos experts finalement à résoudre les problématiques techniques. Du coup, la question que je voulais vous poser, c'est parce que là, Brian tout à l'heure parlait de quelque chose d'assez similaire, ou pas, hein, je ne sais pas, mais il parlait du coup de l'économie qu'on pouvait faire en carburant en faisant des prévisions sur le type Big Data. Ça aussi, du coup, ça nous intéresse aussi beaucoup, puisqu'on travaille avec Crédit Mutuel, on essaie d'interfacer la frais en fait du Big Data pour faire de l'analyse prédictive, grosso modo de comportement sur la partie marketing, mais est-ce que c'est des choses aussi que vous regardez de votre côté? Alors, nous, sur la partie Big Data, donc c'est ce que je disais un petit peu, on collecte en fait toutes les informations qui redescendent de la machine, de l'hélicoptère, pour faire, en fait, on a des algorithmes dessus qui permettent d'analyser la santé et l'usage de la machine. Aujourd'hui, ces données, elles sont plutôt réutilisées par le bureau d'études, par notre bureau d'études, pour optimiser les designs et potentiellement les maintenances, les plans de maintenance sur les hélicoptères. Donc cette collecte de données, pour le moment, elle est faite comme ça en fait. On a des initiatives qui consistent alors, ce qu'il faut savoir, peut-être que j'ai pas dit suffisamment, les opérateurs, en fait, ce qui est clé pour eux, c'est que les hélicoptères puissent partir en vol, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient le moins possible en maintenance. Et pour qu'ils soient le moins possible en maintenance, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'analyser les conditions de vol d'un hélicoptère en particulier par rapport à des flottes témoins, pour pouvoir dire à l'opérateur, cette maintenance que vous avez à faire, vous pouvez la décaler de 100 heures pour tomber sur une maintenance plus grosse, qui va vous immobiliser la machine une journée, mais pas une demi-journée et une journée. Donc c'est là-dessus qu'on essaye de travailler pour optimiser les programmes de maintenance sur la machine. Mais oui, du coup, il y a des initiatives de création de data mart, de big data, etc.